Un artiste disait « La route ne tue pas, mais nous, à cause de nos nombreuses maladresses ». Les chiffres lui donnent raison, puisque ceux-ci pointent davantage l'incivisme des usagers que l'état de la route qui, selon certaines statistiques, ne représente que 10% des accidents de la circulation. Responsabilité au volant, on en parle dans un instant. Mesdames et messieurs, bienvenue. L'émission C'est tout droit. Le programme se propose d'apporter des réponses aux questions de société à travers le regard des hommes de loi. Ce jour, c'est la responsabilité au volant qui nous intéresse. Non-respect des feux de signalisation, conduite en état d'ivresse ou étant au téléphone. Quelles dispositions de la loi en ce qui concerne la responsabilité des conducteurs? Pour nous éclairer, je reçois sur ce plateau Maître Éric Choupé, l'avocat au barreau du Cameroun. Maître, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour Madame Oriane et je tiens à saluer également tous les téléspectateurs de STV, ici et là, dans le monde. Mesdames et messieurs, pour planter le décor, je vous propose de regarder cet élément et nous revenons juste après. On fait l'état de la route, vous savez qu'il y a des problèmes en route. Il y a l'état de la route et l'irresponsabilité aussi des conducteurs. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà l'inconscience des conducteurs, ça il faut déjà le révéler en première position. Peut-être l'état des routes aussi peut venir en seconde position, mais déjà notre mentalité en est pour beaucoup. En termes de pourcentage, nous sommes pratiquement à près de 40 à 45% de taux d'accident. Notre comportement, notre mentalité en fait partie des 40%. Et maintenant, la route peut avoir 30 ou 40% aussi. Et le reste, c'est le fait d'accident. Le fait d'accident. Ça, c'est ma pensée à moi. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux? Première des choses, conscientiser les gens. J'aime souvent le dire. C'est-à-dire que le Cameroun a besoin de quelqu'un de poing à l'approche du 22e siècle. On a besoin d'un homme de pointe, c'est-à-dire à la limite même un dictateur. Ça, il le faut pour le Camerounais parce que nous avions pris une liberté qui est hors du commun au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, demander à un monsieur de traverser la route, une route matérialisée, il ne maîtrise pas là où la traverser. Demandez à un élève qui vous retrouve dans un transport en commun, il ne peut pas vous dire bonjour. Pourtant, souvenez-vous, il y a de cela une trentaine d'années, à l'école, on nous apprenait déjà ça. Et au jour d'aujourd'hui, il y a une liberté telle que le Camerounais est réduit à une mentalité un peu rétrograde. Les accidents sur nos routes, c'est un peu, c'est l'imprudence de nos chauffeurs, quand on roule déjà dans nos histoires de voitures et tout, il faut être prudent. Moi, j'ai dit que trop d'accidents sur nos routes, c'est d'abord l'imprudence de nos chauffeurs et aussi l'état de nos routes. L'état de nos routes vraiment qui n'est pas vraiment adéquat. Le fait que l'État connaisse ce qu'il doit faire par rapport à tout ça, il doit arranger d'abord premièrement, il doit arranger les routes et sensibiliser et créer des séminaires avec des encadrés, des agences de voyage, avec leurs chauffeurs, avec leur personnel et tout. Mais d'abord, mettre la route à l'État. Les accidents sur les routes sont de trois ordres. Il y a d'abord l'état des routes qu'il faut déplorer et ça dépend sur quel axe on se trouve. Si c'est un axe qui est très utilisé, il y a un problème de technicité. Donc l'axe par rapport au niveau d'utilisation doit être propice à cela. La deuxième cause des accidents, c'est la qualité des routes. Et la troisième, c'est l'homme. Mais je dois mettre l'homme en dernière position. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut d'abord qu'il y ait eu des infrastructures adéquates. Alors maître, le conducteur que vous êtes d'accord avec les avis de ces douaniers? Bon, les douaniers se sont focalisés principalement sur
les causes des accidents sur nos routes, ils ne sont pas suffisamment appesantis sur la responsabilité de la personne qui est au volant. Je crois que parce qu'il s'agit là d'un domaine beaucoup plus technique, parce que qui parle de responsabilité doit chercher les implications sur le plan du droit et sur le plan peut-être du droit pénal, droit civil et du droit des assurances. D'accord. Alors dites-nous, comment qualifier juridiquement un accident de la circulation? Je crois que sur le plan juridique, le législateur camerounais a utilisé cette terminologie française-là. Vous avez parlé de la responsabilité de la personne qui est au volant. Il y a pratiquement un domaine qu'on appelle les accidents de circulation. Okay. Donc, généralement, quand on parle de la responsabilité de quelqu'un qui est au volant, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut se questionner, est-ce qu'il a respecté toutes les prescriptions en matière de sécurité routière? Et s'il ne l'a pas respecté, quelles sont les implications? Et dans ce cas-là, on va parler peut-être de manière générale des accidents de circulation. Donc, sur le plan juridique, on parle très souvent des conséquences de l'irresponsabilité des personnes qui sont au volant qui débouchent généralement sur des accidents de circulation. De circulation, ok. Alors, accident de la circulation, un chauffeur qui ne s'arrête pas et laisse peut-être derrière lui des blessés, voire des morts. Quelle sanction? Que dit la loi? Bon, déjà, pour ce qui est des accidents de circulation, il faut encore faire toute une nomenclature. Ok. Parce que nous avons des accidents de circulation avec uniquement des dégâts matériels. Nous avons des accidents de circulation avec des blessures corporelles. Ok. Et nous avons des accidents de circulation avec des pertes en vies humaines. Vous voyez que c'est vrai qu'il y a un régime juridique qui traite de toutes ces questions-là, mais le régime est un peu différent et flexible en fonction de du type d'accident dans lequel on se retrouve. Généralement, les accidents, les infractions, parce que généralement on qualifie ça des infractions liées au respect ou au non-respect du code de la route. Ok. Et les infractions liées au respect ou au non-respect du code de la route sont souvent qualifiées de contraventions. C'est-à-dire qu'à la base, de primo, la personne qui contrevient peut-être à une exigence légale ne doit pas se retrouver en prison à première vue. Ça veut dire que lorsqu'il est interpellé, peut-être pour violation d'un feu de signalisation, pour non-port peut-être de la sécurité, pour surcharge et tout ce qu'il va avec, immédiatement l'agent qui l'interpelle le verbalise et lui dresse un PV d'amende qu'il est tenu de payer. Okay. Et c'est dans l'hypothèse où il ne paye pas que le dossier est envoyé au parquet pour être enrôlé à l'audience. Parce qu'il y a l'avantage ici à Douala, c'est que ce soit au tribunal de Dokoti, Bonanjo, Bonaboro, il y a carrément des audiences spéciales d'accidents de circulation. Donc, lorsque la personne, l'auteur peut-être de la contravention, le conducteur qui est au volant n'a pas respecté ou ne s'est pas acquitté des sommes à lui imposé par la législation en vigueur, son dossier est transmis au monsieur procureur qui envoie ça en audience des accidents de circulation et il sera jugé comme toute autre personne. D'accord. Donc, et là, les blessés, qu'est-ce qu'on fait des blessés si peut-être il y a des morts? Vous savez, avant de parler de la responsabilité même de celui qui a la charge de conduire une voiture, il faut savoir au préalable quelles sont ses obligations. D'accord. Le conducteur d'un véhicule a 3 ou 4 obligations. La première des choses, c'est d'avoir été détenteur d'un permis de conduire. La seconde chose, c'est de souscrire à une police d'assurance. Et la troisième chose, c'est d'avoir une visite technique. Disons un véhicule en bon état. Voilà, un véhicule en bon état et le document qui établit qu'un véhicule est en bon état et en état de circuler, c'est la visite technique. Ouais. C'est vrai que quand bien même on a une visite technique, on peut avoir quelques petites pannes, mais la visite technique nous donne une image d'ensemble de l'état du véhicule pendant une période bien déterminée. Okay. Donc voilà les pièces obligatoires qu'un conducteur doit avoir en sa possession dès l'instant qu'il se trouve au volant. Maintenant, lorsqu'il commet un accident il commet par exemple un accident de circulation, s'il y a des dégâts matériels, sa responsabilité est engagée d'abord, parce que c'est lui l'auteur direct de cette infraction-là. Généralement, quand il y a seulement des dégâts matériels, on parle de défaut de maîtrise. Ça veut dire qu'il a l'obligation d'avoir la maîtrise du véhicule dont il conduit. Et s'il en perd la maîtrise, c'est un défaut de maîtrise et c'est constitué comme une contravention. Et dès lors qu'on a établi cela, les responsabilités vont s'en découler. Il est passible des amendes sur le plan pénal
et des dépens. Il est passible des amendes sur le plan pénal et des dépens. Mais sur le plan maintenant de la réparation du préjudice causé, sur le plan civil, parce que ce genre de procès a deux phases, une phase pénale et une phase civile. Et sur le plan donc, de la réparation civile, on actionne les civilement responsables. S'il avait souscrit une police d'assurance, l'assureur sera cité pour réparer l'entièreté des préjudices qui ont été causés par ce chauffeur. Mais s'il n'avait pas souscrit une police d'assurance, ce sera lui-même le civilement responsable. Donc ce sera lui-même qui va endosser la charge de réparer tout le préjudice qu'il a causé, soit à d'autres biens ou au véhicule en question. Mais là, ce n'est pas une autre faute aussi, circuler sans permis de conduire, sans assurance? C'est également une autre contravention. Le défaut de permis de conduire est une contravention. Il y a une kyrielle de contraventions avec des sanctions prévues par la réglementation en matière. D'accord. Bon, jusque-là, je ne sais pas toujours ce qu'on va faire de nos blessés. Et j'ai envie d'aggraver en disant qu'il peut y avoir des morts. On ne sait jamais. Dans les cas d'accident avec des blessures humaines, que ce soit des blessures humaines ou dans l'hypothèse où il y a mort d'homme, le chauffeur d'abord a l'obligation de faire ce qu'on appelle les premiers secours. Okay. Ça, c'est si lui, il est bien portant parce que il y a des cas où lui-même il peut être blessé ou à défaut même décédé. Donc, dans tous les cas, s'il y a l'assurance a l'obligation également d'accompagner les victimes d'accidents de circulation pour les premiers soins, pour ceux qui sont encore vivants et qui sont blessés, et pour ceux qui sont décédés, pour au moins les frais funéraires, pour accompagner la famille à les mettre au sol sans problème. Après quoi, maintenant, s'ouvre la période de la transaction entre les victimes, les personnes qui ont subi des blessures, ou alors les ayants droit des personnes qui ont décédé, et l'assureur pour voir dans quelle mesure recevoir les indemnités dues à ce sinistre qu'ils ont subi. Alors, maître, délit de fuite, que dit la loi? Bon, comme je vous disais tantôt, le délit de fuite, c'est une contravention. Le délit de fuite est vu sur le prisme d'un usager de la route qui peut-être viole un feu de signalisation. Et lorsqu'il est interpellé par un officier de maintien de l'ordre, il n'obtempère pas. Donc le délit de fuite, défaut d'obtempérer. Vous avez fait ce qu'on appelle un défaut d'obtempérer et vous avez pris la fuite. D'accord. Lorsqu'il est poursuivi et interpellé, il y a une procédure qui est ouverte à son égard. On lui dit l'amende qui équivaut à cette infraction de délit de fuite. Et éventuellement, s'il ne paye pas, il va répondre devant le tribunal compétent. D'accord. Alors, est-ce que dans l'exemple précédent, on ne parle pas de délit de fuite? C'est-à-dire, il a cogné, il est parti, il n'a pas porté secours aux victimes. Est-ce que là, ce n'est pas également un délit de fuite? Là, dans cette hypothèse, il y a plusieurs infractions qu'il commet. Ah, d'accord. Donc, un usager de la route, parce qu'il est victime, par exemple, peut-être parce qu'il a commis un accident, il a peut-être cogné un autre véhicule ou il a cogné certains usagers de la route, et qu'après avoir commis cette bavure, il prend la fuite. Là, il y a d'abord non seulement défaut de maîtrise, il y a délit de fuite, et peut-être les blessures, puisqu'il a causé les blessures, ça peut être les blessures simples ou légères. Et après, ça peut être aussi même homicide involontaire. Donc, peut-être de par son fait, il a donné la mort à quelqu'un même s'il ne le désirait pas. Donc, voilà une kyrielle d'infraction que sur la base d'un acte ponctuel, l'auteur peut voir ces éléments-là mis à son actif. D'accord. Je voudrais, pas très loin des voitures, parler un peu des piétons et même des conducteurs à 2 roues. Il faut dire qu'à Douala, on a aussi les tricycles, ce qu'on appelle les tricycles, ils ont 3 roues. Très souvent, aux heures de pointe, on se rend compte qu'ils prennent les sens interdits. Alors, un conducteur, disons de mototaxi, qui prend un sens interdit et qui heurte un piéton, quelle sanction pour le chauffeur? Et plus loin, on parlera de l'indemnisation de la victime. Voyez-vous, dans le jargon du code de la route, on parle là de l'incivisme des usagers. Parce que rien ne justifie que pour un quelconque embouteillage, un usager de la route se retrouve en train de prendre le sens interdit. Nous connaissons tous ce qu'on appelle peut-être les véhicules prioritaires. Les ambulances, surtout qu'on ne les laisse pas passer parfois. Oui, mais je dis c'est peut-être les seules personnes qui peuvent avoir à un moment une dérogation d'emprunter le sens interdit. Lorsque la voie principale sur laquelle ils sont censés traverser est obstruée à tous les niveaux. Donc, lorsque un triporteur ou alors une bicyclette se permet de prendre un sens interdit, là, c'est d'abord déjà première chose, une violation
à la réglementation du code de la route. Okay. Une violation même grave. Certains le font sans le savoir, certains profitent même de la tolérance administrative pour le faire, mais elle est proscrite. Il vaut mieux rester sous son couloir parce que quand vous restez sous la voie qui est prévue pour vous, vous êtes d'abord en sécurité. De l'autre côté, vous n'êtes pas en sécurité. Et lorsque quelqu'un même vient à vous, même si ce n'est pas inadvertance, vous voyez que vous ne serez pas suffisamment couvert que si vous avez trouvé sur votre côté. Absolument. Et plus grave encore, si lorsque vous prenez le sens interdit, vous venez à heurter peut-être un autre usager de la route, les sanctions qui vous seront appliquées seront doublement plus lourdes. Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle des circonstances aggravantes. Ok. Il y a eu ce qu'on appelle des circonstances aggravantes. Circonstances aggravantes également s'il y a non-respect des feux de signalisation, conduite en état d'ivresse ou au téléphone. Est-ce que on reste dans l'incivisme? Tout ce que vous avez cité là, ce sont a priori des infractions au code de la route. Okay. Mais si en sus de cela, vous causez des blessures légères, des dégâts matériels importants, des homicides involontaires, cela, votre état d'ébriété va constituer une circonstance aggravante. Okay. Le magistrat qui sera appelé à statuer sur votre sort ne va jamais vous pardonner ou alors ne va jamais vous accorder du crédit parce qu'il estime que vous êtes peut-être allé à une soirée où vous avez bu sans vous contrôler et après vous avez cru pouvoir prendre le véhicule et entre deux détours, une personne est restée sur le carreau. Lui, il aura le sentiment que pour rendre une justice, celle pour laquelle il est doté, il faudra qu'il vous frappe assez fortement pour être convaincu que le message va passer. Va passer. D'accord. Alors, maître, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure des contraventions, des sanctions pécuniaires? Est-ce que là, ça rentre dans les amendes à la suite des accidents? Oui, effectivement, ça entre dans les amendes. Je crois que lorsque vous prenez en annexe du code de la route, il y a une kyrielle de contraventions dont les usagers de la route peuvent se rendre responsables. Elles sont vraiment nombreuses, ces contraventions-là. Et les montants varient. Généralement, on peut avoir parce que le défaut de port d'une ceinture, de la ceinture de sécurité, c'est aussi une contravention. Oui. Je crois que les amendes là-bas peuvent être de l'ordre de 3 500. Mais la violation des feux de signalisation, les excès de vitesse et tout ça, ça peut se trouver dans les 25 000 et tout ça. Dans tous les cas, il y a un tableau bien spécifique que le ministère même des Transports se charge presque à chaque année, chaque début d'année, milieu d'année et fin d'année, de publier même sur les réseaux sociaux afin d'interpeller les gens à plus de civisme pour éviter de se voir être obligés de payer de fortes sommes au titre d'amende dans le cadre de la circulation routière. D'accord. Et quelle indemnisation pour les victimes des accidents de la circulation? Donc, et comment ça se passe déjà? Comment est-ce qu'on... C'est toute une procédure en fait. Okay. Pour l'indemnisation des victimes de la circulation routière, il y a ce qu'on appelle le code CIMA. Okay. Donc il faut aller là interroger le code CIMA sur comment indemniser les victimes de la circulation routière. Et les victimes, je vous ai dit, on pouvait aller des dégâts uniquement matériels, on peut avoir des dégâts corporels et après on peut avoir les morts d'hommes. Et le code CIMA vous a indiqué, suivant que cette personne a peut-être laissé, je prends peut-être l'hypothèse d'une personne qui est décédée. Ok. Ça veut dire que lui, personnellement, il ne peut plus réagir, n'a droit à rien. Mais il y a ces ayants droit qui peuvent solliciter réclamation du préjudice qui leur a été causé du fait du meurtre de leur... du membre de leur famille. Du membre de leur famille, autant pour moi. Et là, le code CIMA a prévu, suivant que la personne décédée a laissé des enfants, suivant qu'il travaillait, on pourra utiliser, s'il travaillait, on va utiliser son salaire de base pour effectuer les calculs. S'il ne travaillait pas, on va utiliser le SMIC. Donc vous voyez que là-bas, c'est toute personne qui connaît le code CIMA peut en quelques secondes vous calculer peut-être les droits d'une personne qui est peut-être victime, qui a perdu la vie à la suite d'un accident de circulation. C'est le même process pour ceux qui ont subi des blessures corporelles. Parce que cela entraîne des incapacités temporaires ou des incapacités définitives de travail. Et il y a aussi ce qu'en matière d'accident de circulation, comme ça, lorsque ça concerne des personnes, il y a ce qu'on appelle également le préjudice esthétique. Okay. Vous savez que l'être humain a été fabriqué à l'image de Dieu et à sa ressemblance, donc l'être humain est beau par essence. Okay. Si à la suite d'un accident de la circulation, il est défiguré, il perd une jambe. Ça, c'est son esthétique qui en est touché. Okay. Et le code CIMA a également prévu quels sont les canaux pour le calculer et reverser les indemnités conséquentes à la personne en question. D'accord. Alors, dites-nous, maître, on reste dans le cadre
des conducteurs. Je veux savoir, est-ce que ces sanctions ou ces indemnisations-là, ça concerne uniquement le piéton ou peu importe que ce soit deux véhicules qui se retrouvent dans un... victimes d'un accident, je vais dire ça comme ça. Non, les indemnisations ne concernent pas uniquement le piéton. Ok. Ça concerne... La réalité, c'est que lorsqu'il y a un accident de circulation, on doit d'abord déterminer, établir les responsabilités. C'est la raison pour laquelle, immédiatement après un accident de circulation, vous allez voir les officiers des forces de l'ordre. Oui, venir faire le constat. Sur le terrain pour faire le constat et essayer de dégager quel peut être l'usager fautif, le conducteur fautif. Ok. Et c'est généralement le conducteur fautif qui a amené à réparer les dégâts qu'il a causés sur l'autre usager de la route. Quand il dit c'est lui qui a amené à réparer, il y a les mécanismes de réparation. S'il a souscrit une assurance, ce sera son assureur qui sera obligé de payer pour ce qu'il a, pour le dégât qu'il a causé à la partie adverse. Donc ça ne s'arrête pas qu'au piéton. Ça peut être un accident entre un usager, un véhicule et un piéton, ou alors entre deux véhicules. Il faudra seulement, sur la base de l'enquête qui a été menée par l'officier de police judiciaire, établir les responsabilités et actionner le mécanisme de réparation. D'accord. Donc c'est l'officier qui va faire le premier travail de répartition des responsabilités. Oui. Alors maître, de façon succincte, je sais que vous l'avez déjà dit un peu en amont, de façon succincte, quelles sont les dispositions de la loi en ce qui concerne la responsabilité des conducteurs? Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut questionner le code de la route. Ok. Je vous ai dit qu'à l'intérieur, vous pouvez trouver une bagatelle de contravention pour les usagers qui ne sont pas respectueux des règles qui régissent la circulation routière. Et en cette matière, je vous ai dit, principalement, ce sont les contraventions. Ok. Il n'y a que quelques rares cas et je veux même interroger peut-être la conscience de nos autorités, que ce soit de nos autorités dans ce pays. Parce que le principe, c'est que lorsqu'un usager sort de chez lui le matin, il n'a pas l'intention de causer un quelconque préjudice à qui que ce soit. C'est la raison pour laquelle le législateur, en matière de circulation routière, avait estimé que ça ne devrait être que des contraventions. Maintenant, je vous ai dit, il y a des circonstances aggravantes. Si vous vous êtes retrouvé en état d'ébriété, si peut-être vous êtes dans la voiture en train de vous amuser, alors de manipuler le téléphone, de téléphoner, autant de choses. Là, ça constitue des circonstances aggravantes. Mais les seuls cas où peut-être dans l'environnement judiciaire, on constate qu'on place les gens en détention, ce sont les cas d'homicide involontaire. Ça veut dire que vous êtes sorti par chez vous, par inadvertance, parce que vous avez été quelqu'un et il est décédé. Nos autorités judiciaires ont presque coutume de mettre systématiquement les personnes auteurs de ce genre d'infraction sous mandat de dépôt. Peut-être, c'est peut-être pour sauver ces personnes-là, peut-être de la vindicte populaire. C'est une raison qui peut passer. Mais si on va sous le prisme de ce qu'il n'avait pas cette intention. Ça reste un accident. Oui, ça reste un accident parce qu'il n'avait pas l'intention de faire cela. Alors on pourra aussi l'accorder une comparaison libre. Ok. Alors, maître, dites-nous, est-ce que lorsqu'on dit qu'on a la priorité, ça nous confère tous les droits? Vous savez, c'est vrai qu'en matière routière, il y a ce qu'on appelle la priorité qui vaut son pesant d'or parce que cela, ça permet de savoir dans un carrefour à sens giratoire quel sera le premier usager à passer par rapport à l'autre. Mais la règle première en matière routière, c'est la prudence. Vous savez que quoi que vous arrivez à un carrefour à sens giratoire, vous avez la priorité. Vous ne devez pas vous lancer à tonneau ouvert. Soyez prudent parce que être prudent se conduit en esquivant les autres usagers de la route. Donc, la prudence est le maître mot. La priorité ne nous donne pas le droit de foncer à tombeau ouvert. Sinon, on va se rendre coupable des infractions liées au code de la route et notre responsabilité sera engagée. Ok. Alors, je voudrais savoir, est-ce que... on sait qu'il y a plusieurs types de conducteurs sur la route. Entre les motos-taxis, qui font un métier, c'est-à-dire que c'est leur boulot sur la moto, les taxis, les cars de transport en commun et même les personnes privées. Est-ce que les sanctions prévues par la réglementation en vigueur sont différentes en fonction de ces catégories-là? Je veux dire, le conducteur privé, sa sanction est différente que celui qui a, par exemple, 70 personnes dans son bus ou celui qui a 4 personnes dans son taxi.
C'est vrai que la douleur est plus grande lorsque peut-être un conducteur de bus de transport commet peut-être un accident de circulation et que peut-être une trentaine de personnes restent sous le chaos. La douleur est plus grande parce que cela concerne plusieurs familles. Ça concerne tout un pays qui porte le deuil de certains citoyens qui sont décédés. Mais la douleur est tout autant le même lorsque c'est peut-être un conducteur de moto-taxi qui transportant une personne faire un accident et cette personne décède. C'est toute une famille qui porte le deuil, c'est toute une nation qui porte le deuil de ces personnes. Parce que la vie humaine à la base est sacrée. Et le législateur n'a pas fait une distinction. Suivant que c'est peut-être un chauffeur de gros porteurs ou un conducteur de moto-taxi ou un conducteur de taxi ou un conducteur de véhicule personnel. Il n'a pas fait ce distinguo. Les infractions sont là, il y a le défaut de maîtrise. Ça peut être appliqué aux chauffeurs de moto-taxi, aux chauffeurs de gros porteurs, il y a le délit de fuite, ça peut être appliqué à tout le monde. Il y a accident avec dégâts matériels, ça peut être appliqué à tout le monde. Il y a accident avec mort d'homme, ça peut être appliqué à tout le monde. Maintenant, la différence sera au niveau des réparations. Nous convenons tous ensemble que l'accident où il y a eu plus de 30 décédés, la réparation serait un peu plus salée là-bas. Plus lourde, oui, bien sûr. Dans l'hypothèse où on repart le préjudice causé à une seule personne, le quantum de la réparation sera certes peut-être énorme, mais ne sera pas aussi élevé que pour 30 personnes. Absolument. Oui. D'accord. Merci beaucoup, maître. Nous sommes arrivés au thème de notre émission. Merci encore pour tous ces enseignements. Bon, c'est moi qui vous remercie. J'espère avoir été à la hauteur au regard de l'intensité des questions relativement à la responsabilité au volant. On comprend qu'à la base, il faut être prudent et il faut respecter la réglementation. C'est le maître mot d'ailleurs. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous espérons avoir répondu à quelques-unes de vos préoccupations. N'oubliez surtout pas, nul n'est au-dessus de la loi et nul n'est censé ignorer la loi. À très bientôt.